Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un petit moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, si j'ai ma plus belle moustache, c'est pour vous parler de l'enquête en jeu de rôle. Il y a différents types d'aventures que l'on peut vivre en jeu de rôle. On joue bien souvent des héros qui vont accomplir des quêtes, et l'enquête est un type d'aventure que l'on peut avoir envie de vivre. Dans ce petit moment pédagogique, je vais vous parler donc de l'enquête, quelques astuces, conseils, et vous parler de quelques jeux qui, à mon humble avis, par leur mécanique, leurs règles de jeu, favorisent ce type d'aventure, tout simplement. Premièrement, j'aimerais faire une distinction entre deux grands types d'enquêtes. Cette distinction, je l'ai entendue en premier dans les carnets ludographiques avec Sébastien Delfino, un podcast très intéressant, même s'il n'existe plus aujourd'hui, on peut retrouver les anciens épisodes, tout sera dans la description. Sébastien Delfino fait la distinction entre la fausse et la vraie enquête, sans forcément de jugement de valeur derrière. Il faut bien faire la différence entre ce qu'il appelle la fausse enquête, c'est-à-dire une enquête où ce sont les personnages qui vont mener l'enquête. Ce sont les personnages que l'on joue qui vont mener l'enquête, via des jets de compétences, via des manœuvres dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, et on va pas vraiment enquêter. On va jouer à faire de l'enquête, mais on va pas vraiment enquêter, on va pas vraiment réfléchir, on va pas vraiment faire de tableau avec les différents indices. C'est les personnages qui vont mener l'enquête, et l'enquête sera bien souvent un prétexte pour jouer autre chose. Monster of the Week, par exemple, un de mes jeux préférés, il y a une manœuvre qui s'appelle enquêter sur un mystère. On lance les dés en fonction du résultat, on va pouvoir poser des questions au maître de jeu qui va nous expliquer les différents indices qu'on a trouvés, les informations, mais nous-mêmes, on ne va pas enquêter. C'est ce que Sébastien Delfino appelait dans son podcast la fausse enquête. Moi, je trouve ça très amusant, j'aime beaucoup la fausse enquête parce que voilà, on est là pour incarner un rôle, pour jouer, pour faire du jeu de rôle. On n'est pas obligé d'enquêter pour de vrai, pour prendre du plaisir. A l'inverse, ce qu'il appelle la vraie enquête, c'est lorsque les joueurs et les joueuses autour de la table sont mis à contribution pour enquêter vraiment. C'est eux qui vont essayer de réfléchir, qui vont essayer d'aller au bon endroit pour trouver les bons indices. C'est eux également, lorsqu'ils auront l'ensemble des indices, qui vont faire le lien avec souvent un tableau Velleda, des feuilles A4, beaucoup de stylos, de gomme, de feutre Velleda et d'huile de coude. C'est eux qui vont réfléchir et qui vont essayer de mettre tous ces éléments-là qu'ils ont trouvés en commun, de les relier pour trouver qui est le coupable, qui est le cambrioleur, qui est la victime, bref, pour essayer de comprendre de quoi il retourne. Ça, c'est vraiment les deux types d'enquêtes que l'on retrouve habituellement à nos tables de jeux de rôle. La fausse enquête, c'est celle que je préfère en tant que joueur parce que, voilà, me triturer les ciboulots, c'est pas forcément quelque chose que j'aime personnellement. Je viens pas ici pour souffrir, ok? Je viens ici pour m'amuser, pour passer un bon moment, et je n'ai pas donc forcément envie, surtout quand t'as passé une grosse journée de boulot, que t'es fatigué, j'ai pas forcément envie de faire de la vraie enquête et de me triturer le cerveau. Néanmoins, c'est quelque chose qui peut plaire énormément à vos joueurs, à vos joueuses, donc voilà, à vous de décider, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de ce que vos joueurs et joueuses aiment, ou vous-même, à vous orienter vers de la vraie ou de la fausse enquête. Ceci étant dit, quel que soit le type d'enquête que vous allez faire, il y a quelques astuces, quelques conseils que je peux vous donner pour essayer d'améliorer vos enquêtes, hein, tout simplement. Premièrement, la plupart des enquêtes vont reposer sur des indices, sur des trucs qu'on va trouver, sur des preuves, des évidences, des empreintes, des journaux intimes qu'on va retrouver. Bref, tout un tas d'indices qui vont permettre, soit aux personnages dans le cadre de la enquête, soit aux joueurs dans le cadre de la enquête, ces indices vont permettre d'avancer et de dénouer le fil de l'intrigue. Bref, ces indices-là, il ne faudrait pas qu'ils n'arrivent pas dans l'escarcelle de vos joueurs et vos joueuses autour de la table et de leurs personnages. Ce serait dommage de ne pas pouvoir aller au bout de l'intrigue parce qu'on a loupé un indice. Parce qu'on a loupé une évidence, parce qu'on a loupé une preuve, parce qu'on a raté un jeu de trouver objet caché, par exemple dans les vieilles éditions de l'appel de Toulouse, ou ce genre de choses. C'est dommage de faire reposer une intrigue sur un indice ou deux indices et risquer un blocage autour de la table parce que vos joueurs et vos joueuses ne sont pas tombés dessus ou leurs personnages ne sont pas tombés dessus. Une des solutions a priori évidentes pour éviter ce genre de problématique, c'est de doubler, tripler les indices pour être sûr que les personnages ou les joueurs vont tomber dessus. C'est quelque chose qui est assez bien expliqué dans Place to Go, People to Be, un site, une énorme ressource de conseils théoriques et astuces autour du jeu de rôle dont j'ai déjà parlé ici, je remets le lien dans la description. Eh bien, au lieu d'avoir un indice qui va mener le coupable, eh bien, on va en avoir trois. Ça fait 3 fois plus de chances de tomber dessus. On va aussi doubler les lieux où on peut trouver les indices. Si on ne trouve pas tel journal dans telle pièce dans le manoir, eh bien peut-être que dans le train, on aura un autre journal avec la même information. Bref, voilà, on va tripler à chaque fois. 3 fois 3 fois 3, 3 lieux, 3 indices, 3 manières différentes de comprendre les indices. En doublant, triplant ainsi les informations, on est sûr que quel que soit le chemin que vont emprunter nos joueurs et nos joueuses autour de la table, ils vont tomber dessus.
Deuxième chose à faire pour éviter tout blocage, c'est ne pas hésiter, dans le cadre de la vraie enquête, à aider vos joueurs et vos joueurs autour de la table. Dans le cadre où on est dans une vraie enquête et où c'est à eux et elles de réfléchir et de dénouer l'intrigue, il peut y avoir des blocages. Peut-être que quelque chose qui était évident pour vous ne l'est pas pour eux, ne l'est pas pour elles, et qu'ils ont de mal. Dans ce cas-là, ne pas hésiter à rajouter d'autres indices, un peu comme tout à l'heure quand on dupliquait d'indices, rajouter des indices supplémentaires qui vont pouvoir les éclairer, qui vont pouvoir les aider à comprendre ce qui se passe. Ne pas hésiter éventuellement à les aider dans leur réflexion. En tant que meneur ou meneuse de jeu, vous avez souvent plus de recul, une position un peu surélevée par rapport à ce qui se passe autour de la table, et vous allez les entendre discuter, réfléchir, brainstormer, amener des suppositions, des pistes qui sont parfois bonnes, qui sont parfois des fausses pistes. Si vous voyez qu'il y a un blocage, que il commence et elle commence à pédaler dans la semoule, et que l'amusement n'est plus là, parce que quand on fait de la vraie enquête et qu'on réfléchit, et qu'au bout de 30 minutes, 45 minutes, on est en train de discuter, de faire des pistes, et qu'il n'y a rien qui colle, que les indices s'enclenchent pas bien et qu'on est un peu perdu, eh bien, ça a tendance à se voir sur le visage des joueurs et des joueuses autour de la table. Il y a un peu d'ennui, un peu d'énervement, des fois d'agacement, de frustration, et c'est pas bon la frustration. On peut jouer dessus, hein, bien sûr, sur la frustration pour essayer d'avoir des sentiments forts autour de la table, mais moi c'est pas quelque chose que j'aime et c'est quelque chose que les joueurs et les joueuses autour de la table n'aiment pas en général. Donc voilà, ne pas hésiter lorsqu'on a une position comme ça un peu surélevée, de meneur, de meneuse, d'écouter simplement ce qui se dit autour de la table et pourquoi pas dire c'est pas con ce que tu dis là. Peut-être que, voilà, essayez de les aiguiller un peu, de les aider. Si vous voyez qu'ils pédalent dans la semoule, ne pas hésiter à leur dire oui, ça d'accord, ça, ce que tu viens de dire, ça me semble pertinent. Vous êtes dans le vrai. Ne pas hésiter à jouer au jeu du vous chauffez, vous brûlez. Si vous voyez que les joueurs et les joueuses vont carrément dans une fausse piste qui n'est pas intéressante pour vous, qui ne sera pas intéressante pour eux, ne pas hésiter à leur dire non. Là, ton hypothèse, je suis désolé, mais en tant que MJ, je te le dis, cette hypothèse, elle est fausse. Voilà, c'est une erreur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas là-dedans. J'ai peut-être mal expliqué l'indice, peut-être qu'il vous manque des informations, mais ça, c'est pas bon. Plutôt que de les laisser aller dans une fausse piste pendant des heures et des heures, voire une session complète dans une fausse piste. Parfois, les fausses pistes peuvent être amusantes. Courir après un suspect pendant toute une séance, et puis se rendre compte à un dernier moment, en retournant de situation, oh là là, c'était pas lui, c'était l'autre, pourquoi pas. Mais, voilà, avec parcimonie, les fausses pistes, c'est quelque chose, vous pouvez en fabriquer vous-même, avoir certains indices qui vont être faux, qui vont être des coups montés, qui vont être des fausses preuves, pourquoi pas. Ça peut être amusant, mais c'est quelque chose à utiliser, à mon humble avis en tout cas, de ma propre expérience, avec parcimonie, parce que c'est pas toujours amusant de foncer dans une fausse piste et de se rendre compte après coup qu'on s'est fait avoir par le MJ ou par la MJ, surtout que en tant que meneur-meneuse, on a l'autorité, on a le dernier mot souvent à la table au niveau narratif, on a tous les pouvoirs, donc c'est assez facile de pouvoir manipuler ces joueurs et ces joueuses autour de la table et leur faire croire ce qu'on veut. Donc le but n'est pas de les tromper, n'est pas de les manipuler, n'est pas de faire ce qu'on appelle de l'illusionnisme, mais voilà, ne pas hésiter à les aider dans leur réflexion si vous voyez qu'ils vont au mauvais endroit, à leur dire gentiment non, l'intrigue c'est plutôt là, l'enquête c'est plutôt ça. Et même si on peut les aiguiller sur des mauvaises pistes pour les amuser, pour les perdre un peu, et pour voilà, créer de l'amusement, créer du fun, ne pas hésiter à le faire avec parcimonie et toujours essayer de voir comment ils s'amusent autour de la table dans le cadre de la vraie enquête et ne pas hésiter à les aider si vous voyez qu'ils ont du mal. Et voilà. Autre chose ici intéressante quand on fait de l'enquête, c'est ne pas hésiter à préciser ce que vous allez faire et ce que vous voulez dans le contrat social, dont j'ai déjà parlé évidemment ici. Mais voilà, préciser, par exemple, si vous faites de la vraie ou de la fausse enquête. Voilà, ça va être une partie d'enquête, ça va être vous qui allez réfléchir. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez y aller? Tout le monde n'aime pas la vraie enquête. Moi, si on me dit qu'il va falloir que je réfléchisse moi-même à l'enquête, que machin, que je prenne des notes et tout, bah, en fonction des soirs, des fois oui, des fois moins, c'est pas forcément quelque chose qui va m'attirer. Donc voilà, ne pas hésiter aussi avec vos joueurs et vos joueuses autour de la table, ou entre vous si vous jouez à un jeu sans MJ, jeu dont j'ai déjà parlé ici, eh bien, ne pas hésiter tout simplement à dire ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire, et ce qui vous intéresse, et quelles sont vos attentes pour qu'on soit tous d'accord. J'ai mentionné les jeux sans MJ très rapidement, je voudrais aussi vous parler de ce qu'on appelle l'enquête émergente. Il y a la fausse enquête, où ce sont les personnages qui vont agir, qui vont enquêter, et l'enquête va être un prétexte pour s'amuser. Il y a la vraie enquête, où ce sont les joueurs et les joueuses autour de la table qui vont réfléchir, et ça va être une véritable enquête. Leurs neurones vont être mis à contribution, ils vont devoir enquêter pour de vrai, entre guillemets. Et il y a ce qu'on appelle l'enquête émergente. C'est quelque chose que je connais moins, que j'ai peu pratiqué, mais de plus en plus de jeux vont permettre cette fameuse enquête émergente. Une enquête émergente, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une enquête où
on n'a aucun tenant et aboutissant. Parfois, on a juste des indices, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On n'a pas le coupable, par exemple, dans le cadre d'un meurtre. Et le but du jeu, ça va être, au fur et à mesure de la partie, de créer des indices, ou, si les indices existent déjà, comme dans le cas de Brindlewood Bay, faire des hypothèses dessus, et, à la fin, de valider ou d'invalider ces hypothèses avec un jet de dés. Voilà, il y a Brindlewood Bay qui le fait, que j'ai acheté, qui est très bien. Il y a Horrific, qui était en financement participatif il y a peu, dont j'ai déjà parlé ici, qui permet aussi d'avoir une certaine émergence dans l'enquête. Bref, l'enquête émergente, c'est une sorte de troisième voie dans l'enquête, où on va créer l'enquête au fur et à mesure tous ensemble. C'est pas forcément les personnages qui vont agir comme dans la fausse enquête, pas forcément que les joueurs non plus, mais voilà, ça va être un mix des deux, et on va essayer de monter au fur et à mesure une enquête. Voilà pour l'enquête, les quelques astuces et conseils que je pouvais vous donner. Au niveau des jeux pour faire de l'enquête, il y a certains jeux de rôle qui sont spécifiques, qui sont faits exprès pour faire de l'enquête. Et j'aimerais vous en mentionner quelques-uns. J'ai déjà parlé de Monster of the Week qui est excellent pour faire de la fausse enquête. On n'enquêtera jamais vraiment, mais il y aura toujours un monstre, le fameux monstre de la semaine. Il y aura toujours des crimes, des délits, des machins, des trucs qui vont se passer. Et grâce à la manœuvre enquêtée sur un mystère, on va pouvoir, par le biais de nos personnages, avoir des informations. Et lorsque on saura ce qui s'est passé, on va pouvoir agir. C'est voilà, c'est un jeu d'action-réaction. On va enquêter, avoir des informations, puis on va agir et combattre le fameux monstre. Et c'est un jeu qui est super agréable à maîtriser, à mener, à faire jouer, qui est super agréable à jouer avec des règles qui sont élégantes. Bref, Monster of the Week est un de mes jeux préférés et il est, à mon humble avis, toujours idéal pour faire de la fausse enquête. Pour ce qui est de la vraie enquête, je m'orienterai plutôt sur le système Gumshoe, qui est un système de règles générique qui permet justement de faire de l'enquête. Il a des mécaniques de jeu assez simples et élégantes qui reposent entre autres sur l'idée qu'on a des compétences d'investigation d'une part, et d'autre part que lorsque l'on cherche au bon endroit, on a automatiquement les indices. Par exemple, si l'on fouille un bureau à la recherche de papiers, eh bien on va les trouver parce qu'on fouille au bon endroit. Parce que voilà, on a décidé qu'on allait fouiller le bureau. Il y a dans le faux tiroir du bureau des papiers compromettants par rapport à la victime. Eh bien, si on cherche à cet endroit-là, eh bien on va forcément le trouver. Et les compétences d'investigation sont des ressources qu'on va pouvoir dépenser pour avoir des informations supplémentaires. Si on reprend l'exemple du bureau, eh bien on va trouver forcément ce papier-là parce qu'il n'est pas très bien caché. Mais si on dépense un point de compétence d'investigation en plus, eh bien on va remarquer un mécanisme dans le bureau qui ouvre un passage secret, qui nous emmène dans une pièce et on va avoir des informations supplémentaires. Et à force de dépenser des ressources, ça c'est les joueurs et les joueuses qui vont décider au fur et à mesure où est-ce qu'ils veulent dépenser leurs ressources de compétences d'investigation, dans quel endroit ils veulent fouiller plus, ils veulent obtenir plus d'informations. Et les informations, les différents indices vont s'accumuler assez rapidement, de manière assez fluide tout au long de la partie. Et c'est plutôt de la vraie enquête dans le sens où ça va être ensuite aux joueurs et aux joueuses autour de la table, avec tous les indices qu'ils ont, de réfléchir et de deviner, de dénouer le nœud de l'intrigue en question de l'enquête et terminer l'enquête, la classer, trouver le coupable, l'arrêter, etc., etc., etc. Il y a plusieurs jeux qui marchent avec le système Gumshoe. Trail of Cthulhu, qui est sans doute le plus connu, le plus joué, qui se passe dans l'univers de Lovecraft. Et celui que moi j'ai pledgé il n'y a pas longtemps et auquel j'ai fait jouer le kit d'initiation au club et qui est sympa aussi, qui s'appelle Bubblegum Shoe, où on joue des ados détectives. On reprend cette histoire de vraie enquête, on reprend ces compétences d'investigation, ces ressources que l'on va dépenser, mais on ramène tout ça dans un univers où on joue des adolescents qui vont avoir leurs problèmes d'adolescents, leur rupture amoureuse, leurs parents qui sont pas cool, le lycée, etc., etc. Mais en plus, ils vont dénouer des mystères. Et pour l'enquête émergente, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt ici, mais Horrific marche très bien pour ça. Bref, voilà, c'est tout pour moi pour l'enquête aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, aimer, commenter. Et je vous dis à plus pour des nouveaux moments pédagogiques. Ciao!